Donc, à la CMTQ, on a une initiative pour aider les organismes qui éprouvent des problèmes de locaux communautaires adéquats. Donc, on participe à différentes démarches pour trouver des solutions, pour mieux comprendre le problème de l'accès aux locaux pour les organismes communautaires. Et une de nos actions qu'on fait souvent, c'est de tenir des ateliers pour donner des trucs, puis mieux comprendre toute la dynamique qui concerne l'accès aux locaux communautaires. Pour la rencontre d'aujourd'hui, on a une belle collaboration avec le SAM. Donc, Erika, je te laisse te présenter. Oui, ça fait longtemps que j'avais. Oui, merci Jessica. Donc, bonjour, certains d'entre vous me connaissent. Je suis Erika Salem, je travaille pour le système alimentaire montréalais et puis j'anime l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire, qui est un espace qui vise à rassembler les personnes toute personne intervenant en sécurité alimentaire à Montréal. Une fois par mois, on organise des webinaires, puis on a été approché par Jessica qui m'a parlé de ce magnifique webinaire sur l'aménagement d'espace cuisine. Donc, c'était directement dans tout l'intérêt des personnes qui travaillent en sécurité alimentaire. Je me suis dit, pourquoi pas travailler ensemble pour organiser ce webinaire, inviter toutes les personnes qui sont inscrites à l'espace cuisine à participer à ce webinaire, puis en connaître davantage sur le travail qui est fait dans ce sens-là, notamment par Architecture sans frontières. Donc, merci Jessica de m'avoir interpellée pour ça. Ben écoute, c'est à mon tour de remercier, ou en tout cas de vous présenter un petit peu la petite histoire de la présentation d'aujourd'hui. C'est que depuis les nombreux derniers mois, j'ai travaillé sur l'élaboration d'un guide pratique pour outiller les organismes communautaires qui veulent acquérir un bâtiment, un immobilier communautaire. Puis dans ce cadre-là, j'ai contacté Vanessa là, Girard-Tremblay, qui est une de nos panélistes aujourd'hui, parce que avec le Carrefour alimentaire, ils avaient fait une acquisition alimentaire, une acquisition immobilière, et puis je l'ai donc contactée pour qu'elle puisse m'aider, m'informer sur les étapes qu'elle avait affranchies dans le cadre de ce projet-là. Puis comme c'est un organisme en sécurité alimentaire, et puis que ils ont aménagé donc un espace épicerie, puis un espace production, un espace stockage alimentaire, bien évidemment qu'il y avait beaucoup du projet d'acquisition immobilier qui tournait autour de l'aménagement de leur cuisine. Puis, en parlant avec elle, en fait, je me rendais compte que c'était pas simple nécessairement d'aménager une cuisine qui répondait aux besoins, parce qu'elle-même, elle le disait aussi qu'elle a déjà visité, qu'elle a en fait documenté des cuisines ailleurs au Québec, ailleurs à Montréal. Puis elle demandait là, aux animateurs, bon, ça serait quoi, qu'est-ce que vous aimez de votre cuisine, qu'est-ce que vous aimez moins de votre cuisine, puis que là, finalement, elle, c'est forte de cette expérience-là qu'elle a pu, disons, refléter les bons coups qu'elle avait, qui l'ont inspirée, puis qu'elle a pu aussi amener une démarche avec ses membres pour aménager sa cuisine. Donc, je ne veux pas lui voler tous ses punchs non plus, mais c'est vraiment quand on a parlé ensemble que je me rendais compte de l'ampleur d'un tel projet, puis je me disais que ça pouvait vraiment valoir la peine de partager ça avec tout le monde. Puis, je suis vraiment heureuse de savoir que ça rejoint autant de monde que ça, autant d'organismes que ça. En fait, je vous ai posé quelques petites questions. On peut partager l'écran, là. Je vous ai posé quelques petites questions pour savoir qui était parmi nous aujourd'hui. Il y a une grande proportion d'organismes communautaires qui sont en train de réfléchir à aménager leur cuisine ou qui vont éventuellement aménager leur cuisine. Parmi vous, il y a donc plus de 70% des organismes qui sont des organismes qui ont des activités en alimentation. Et la prochaine slide, c'est oui, et plus d'une cinquantaine d'entre vous, donc 65% d'entre vous, qui ont des projets ou qui vont avoir des projets d'aménagement de leur cuisine. Puis l'autre aspect qui m'a intéressé, c'est que il y a quand même un grand nombre d'organismes locataires. Donc, c'est vraiment à titre de locataire que vous pensez investir dans l'amélioration locative de votre local ou de votre immeuble. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on a deux études de cas différentes. Donc, une où
c'est le Carrefour alimentaire qui est devenu propriétaire, mais il y a aussi un autre exemple avec Architecture sans frontières où c'est un organisme locataire avec tout ce que ça demande aussi de demande de permis, avec de demande d'autorisation du propriétaire aussi qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui, qui est vraiment particulier aux organismes locataires. Donc, aujourd'hui, la rencontre, je vous propose en fait une rencontre en deux moments, une partie présentation qui va être comme un dialogue entre les deux études de cas. Donc, premièrement, on va se pencher sur l'émergence du besoin et le contexte qui a rendu possible l'aménagement de l'espace cuisine. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec les ressources en appui à la conception du projet d'aménagement, les contraintes aussi qui ont encadré la planification d'ensemble. On va revoir c'est quoi disons, qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel matériau ou qu'on choisit comment on fait pour respecter le budget, etc. Et ensuite de ça, on va parler de la rétrospective des bons coups et des conseils à partager. Puis, suite à ça, il va nous rester un bon 40-45 minutes pour échanger et discuter avec les participants. Pour la période d'échange, on pourra y revenir, mais évidemment, toutes les manières de prendre la parole sont bienvenues aujourd'hui. De lever la main avec le petit icône à cet effet, de poser votre question dans le clavardage. Tout ça, c'est possible. Si vous posez des questions durant la présentation, ça se peut qu'on les garde pour la période d'échange, à moins que ce soit une question vraiment d'éclaircissement, mais je vous invite à garder vos questions plutôt pour cette deuxième partie-là, si c'est possible. Et puis, ben, voilà pour le déroulement. Et puis, donc, nos panélistes, j'en profite d'ailleurs pour les remercier d'avoir accepté de contribuer à l'atelier d'aujourd'hui, d'autant plus qu'on se doute que c'est parfois difficile d'avoir un regard sur de notre expérience, qu'est-ce qui vaut la peine de partager avec d'autres, parce que évidemment, quand on fait un projet comme celui-là, on a l'impression que tout est à la pièce, tout est unique, tout est sur mesure, mais en fait, c'est sûr qu'il y a des pratiques qui peuvent se partager avec les autres organismes à Montréal. Donc, Vanessa Girard-Tremblay, qui est co-directrice du Carrefour solidaire, Centre communautaire d'alimentation. Bonjour, Vanessa. Depuis son entrée en poste il y a 2 ans, elle a participé à toutes les étapes de la conception à la mise en œuvre d'un nouvel espace communautaire qui vient d'être inauguré tout juste il y a quelques mois. Dans le cadre d'une acquisition immobilière communautaire, la nouvelle adresse sur Sainte-Catherine-Est accueillante offre des programmes de repas communautaires abordables, des cours de cuisine et une nouvelle épicerie. Les 3 autres panélistes sont de Architecture sans frontières, donc Olivia Daigneault-Deschênes, chargée de projet au sein du programme de solidarité urbaine. À travers son parcours académique, Olivia développe un intérêt singulier pour la recherche-conception et les pratiques interdisciplinaires en design et sciences sociales. Après plusieurs années en pratique privée, Olivia fait le saut dans le milieu communautaire, portée par un désir d'égalité et de justice pour les communautés marginalisées. Mayra Gonzalez. Bonjour Mayra. Mayra se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de projets à petite et à moyenne échelle. Grâce au mandat qu'elle porte à Architecture sans frontières, elle a perfectionné des approches de co-design et de co-création en mettant l'accent sur le développement durable et sur la gouvernance citoyenne. Et finalement, Maude Ledoux, qui est coordonnatrice de projet. Elle a été scénographe, architecte et coordonnatrice des projets chez Architecture sans frontières. Elle s'intéresse au processus constructif et créatif de projets d'architecture. Elle s'implique dans différents volets de l'habitat autochtone au Québec, dans le secteur communautaire, en milieu urbain et dans des projets de coopération à l'international. Les différentes échelles et les multiples contextes d'intervention au travers desquels elle travaille l'amènent à placer le projet d'architecture comme solution durable centrée sur l'humain. Donc, voilà pour les panélistes. Il me reste plus qu'à vous
donner la parole et puis à présenter aussi donc que ce premier bloc de discussion va porter sur l'émergence du besoin et le contexte qui a rendu possible l'aménagement de votre espace cuisine. Vanessa. Bon matin tout le monde. Comme Jessica le disait, mon nom est Vanessa, je suis co-directrice au Carrefour Solidaire. Et très brièvement, je voulais qu'on commence par s'ancrer dans notre mission, qui est notre phare, qui nous guide à travers nos décisions. Le Carrefour travaille à améliorer l'accès à des alimentations, à des aliments sains pour tous et toutes, et soutient par ses activités, ses programmes, le développement d'un système alimentaire local et durable. Le Carrefour existe depuis 1987. Tu peux changer de diapositive, Erika. Et la particularité de l'organisation, c'est que depuis sa création, on œuvre partout sur le territoire de Centre-Sud à Montréal. On a différents espaces de programmation, le marché solidaire Frontenac qui est aux abords de la station de métro. On a une cuisine qu'on louait dans les tours Frontenac, qui n'est pas aussi très loin du métro, mais on n'avait jamais eu d'espace ouvert à la communauté pignon sur rue. Donc, tous nos services étaient extrêmement versatiles. Ils se déployaient chez des organismes partenaires, ils se déployaient dans des cuisines de partenaires également, mais dans des jardins dans la rue, tout ça, mais on n'avait pas d'espace qui était propre à nous pour avoir une programmation. Donc, ce besoin-là était très ancré dans la réalité du Carrefour depuis longtemps. C'était aussi ça faisait aussi partie de la vision de l'organisation. Et quand on a décidé de devenir un centre communautaire d'alimentation, en fait, prochaine diapositive, en devenant un centre communautaire d'alimentation, ça nous prenait un espace physique. Donc, le Carrefour s'est rallié au Centre communautaire d'alimentation du Canada et par la nature des centres, on se devait de faire l'acquisition d'un espace. Un centre communautaire d'alimentation, très brièvement, c'est un espace qui est accueillant, dynamique, avec une diversité de programmation. Prochaine diapositive, qui se veut ouvert à tous là, pour améliorer les services, améliorer l'accès. Donc, le lieu physique incarne vraiment cette vision-là. C'était vraiment important pour le Carrefour de trouver le bon endroit. Depuis des années, on était à la recherche d'un espace à vendre dans le Centre-Sud. Pour nous, c'était important de rester dans le quartier, mais on trouvait pas, on trouvait rien en fait. On a eu quelques opportunités qui sont tombées à l'eau. Donc, depuis les 10 premières années, on était un peu à la recherche du seuil gréal. Là. On cherchait un espace qui répondait à nos critères, qui nous permettait d'ouvrir la porte puis d'avoir en fait, un endroit où les gens pouvaient cogner pour venir nous rencontrer puis participer à nos services. Prochaine diapositive. Et à l'été 2020, on a eu malheureusement la triste nouvelle que la coopérative Touski, que certains connaissent peut-être, devait fermer ses portes. La pandémie avait vraiment frappé fort pour eux, puis ils n'étaient pas en mesure de poursuivre leurs activités commerciales. Donc, ils nous ont approchés parce qu'ils voulaient que leur espace reste un espace accessible à la communauté et pensaient que le Carrefour pouvait poursuivre la mission un peu transformée là, du Touski, qui est un espace solidaire pour briser l'isolement, tout ça. Le local est, pour ceux et celles qui sont déjà allés au Touski, on ne parle pas de l'espace emblématique sur Ontario. Le Touski avait déménagé sur la rue Sainte-Catherine, donc au sud, le 2375 rue Sainte-Catherine-Est, juste à l'est de la rue Folhomme. C'est un espace de 1400 pieds carrés avec une façade directement sur la rue. Donc, un petit bout de Sainte-Catherine qui n'est pas si passant que ça, mais qui est quand même achalandé, densément peuplé. Quand le Touski nous a approchés, notre première réaction a été « ben oui, c'est sûr que c'est parfait ». Au fil des visites, on s'est rendu compte que 1400 pieds carrés, c'est peu. C'est très, très peu. Mais on a quand même sauté sur l'opportunité parce que pour nous, ça voulait dire pouvoir être propriétaire à prix abordable et avoir un espace qu'on pouvait aménager pour nos programmes existants, mais aussi pour augmenter la diversité de nos services. Donc, dans le nouveau local, on voulait avoir une cuisine commerciale. Pour nous, c'était vraiment très important. Puis ma présentation va porter sur cet aspect-là. Mais on voulait aussi ouvrir une épicerie populaire, ouverte à l'année, ouverte à tous. Un point de service, en fait, où les gens pouvaient venir acheter des aliments.
Et on voulait offrir des repas communautaires. Donc, 2 fois par semaine, on a des repas. On a aussi des cafés-rencontres, des cuisines collectives, tout ça, mais dans un très petit espace, là, ce qu'on voulait s'assurer, c'est de pouvoir accueillir nos membres, de pouvoir accueillir la communauté et surtout d'avoir une cuisine qui était fonctionnelle parce que depuis des années, on était un peu, on passait d'une cuisine à l'autre dans le quartier, on travaillait avec des cuisinières résidentielles, des équipements vraiment très rudimentaires. Puis ça faisait en sorte qu'on n'était pas capable d'exploiter notre potentiel de production, en fait, de notre équipe en cuisine. Puis on devait vraiment user de créativité et de petits miracles pour arriver à produire les repas, à faire nos activités de cuisine avec les participants, avec les enfants. On a un programme d'éducation culinaire à l'école aussi. Donc, l'idée d'avoir une cuisine commerciale, c'était vraiment central. C'était comme le cœur du projet. Pour nous, c'était extrêmement important. Et vous allez voir là, au fil de ma présentation que la cuisine occupe la moitié, en fait, de l'espace des 1400 pieds carrés. Donc, on est à peu près à 700 pieds carrés de cuisine. On s'est inspiré d'une panoplie de partenaires pour la dessiner. On s'est bien entouré, mais l'émergence du besoin était vraiment au cœur du carrefour, puis dans l'historique de l'organisation. Je vais m'arrêter ici pour ce bloc-là. Bonjour. Bon, Architecture sans frontières, c'est un organisme sans but lucratif fondé par l'Ordre d'architectes du Québec et qui fait part du réseau d'architecture sans frontières internationales. Si tu peux faire clic, s'il te plaît. Ouais. Donc, Architecture sans frontières a comme mission renforcer les capacités des communautés vulnérables en engageant le secteur de l'architecture. Notre vision, c'est un monde où toutes les populations ont accès à un environnement bâti de qualité avec une approche d'une architecture à impact social et centrée sur l'humain. Prochain. Dans notre programme, on travaille la coopération internationale, la résilience des liens, habitat autochtone, engagement bénévole, économie circulaire, éducation architecturale, solidarité urbaine et collecte de fonds. Prochain. Matériaux sans frontières, c'est un programme de récupération des dons des matériaux de construction neufs et usagés. Suivant. Et Ecorreno, c'est une entreprise affiliée à Architecture sans frontières qui revend des matériaux neufs, usagés, aussi des composants de l'architecture ancienne. Notre programme dans lequel on va vous présenter aujourd'hui, c'est le programme de solidarité urbaine. C'est un programme financé par la firme et alloué par le ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec. Suivant. Clic. Oui, notre service, c'est un service d'aménagement pour le projet communautaire visant l'équité urbaine et l'inclusion sociale et les plus vulnérables à Montréal. Et notre expertise, c'est l'aménagement, l'architecture, le design de mobilier, le design d'intérieur et la co-création. Suivant. Et nos objectifs cherchent à offrir notre expertise aux plus vulnérables avec une attention particulière aux communautés autochtones et à l'itinérance, de servir une diversité de secteurs et de communautés et travailler dans une diversité d'échelles d'intervention. Oui, on continue. Donc, notre service d'aménagement fonctionne par appel à projet. C'est un service professionnel d'aménagement offert aux projets communautaires pour pallier à leurs besoins spatiaux à diverses échelles. Accompagnement gratuit dans la conception et l'appui à la mise en œuvre de projets d'aménagement avec une approche collaborative et processus de consultation, co-création et adapté à chaque projet. Les services exclus dans notre service d'aménagement sont des services de travaux majeurs qui nécessitent des plans ou des scellés, des dossiers complets pour demande de permis à la ville, frais de professionnels autres comme ingénieurs des structures, ingénieurs mécaniques, ou les coûts des matériaux et main-d'œuvre qualifiés non bénévoles par la mise en œuvre. On offre ces services des devis scellés ou des main-d'œuvre qualifiés, mais ça, c'est à frais de l'organisme. Donc, exemple de projet non admissible, c'est l'accompagnement pour l'acquisition d'un bâtiment, la recherche de financement, la mise en œuvre des travaux non conçus par SFQ, par exemple.
Suivant. Et ça, pour vous parler du projet CEDA, c'est un projet qui a été sélectionné dans notre premier appel à projet. Et CEDA est un organisme d'éducation populaire. Et dans son formulaire de soumission, on a compris le besoin d'aménager une cuisine collective avec 5 espaces alimentaires afin que la CSDM pour les permettre de recommencer à cuisiner ou s'ils avaient un grand défi de haute cuisine. Donc, ça, le CEDA, c'est un exemple de projet qu'on a finalement choisi exceptionnellement et malgré le fait de nécessiter des ingénieurs, on l'a choisi parce que c'est un projet qui avait un fort impact social et c'est un projet qui fait un bel impact aussi dans la société et dans sa communauté. Prochain. Donc, ce projet on a fait une première visite. On démarrage toujours le projet avec une première visite pour comprendre l'espace et aussi les besoins. Donc, on a compris les impacts positifs de ce projet qui avait une envergure moyenne aussi et que c'était un organisme prêt et disponible et responsable de l'édifice. Mais les côtés négatifs, c'était que c'est un projet nécessitant des ingénieurs mécaniques et électriques, une demande de permis avec présentation au CCU et le propriétaire de l'édifice, c'était la CSSDM. Donc, dans notre premier appel, on l'a choisi aussi pour avoir cette intention de comprendre un peu la nécessité de cuisine collective, mais c'est vrai que c'est un projet qui sort de notre effectif. Et la prochaine. CEDA se trouve dans la rue 2515, rue de Lille, à Montréal. Et le bâtiment appartient à la CSDM. Et donc, dans notre première visite de démarrage, on a compris tout à fait que le projet il était intéressant, mais on ne pourrait pas toucher tous les 5 espaces qu'ils nous ont demandés. Donc, finalement, on a choisi juste d'intervenir dans 3 espaces, donc la cuisine, l'arrière-cuisine et le rangement, où les plus fortes interventions, ça serait dans la cuisine collective. Et après, ça serait Olivia qui va continuer. Oui, juste pour introduire aussi ce deuxième bloc de discussion, peut-être juste mentionner aussi, comme vous l'aurez compris, que pour le projet de Vanessa au Carrefour alimentaire, le projet est déjà terminé, les activités sont en cours, la programmation est active, alors que pour le CEDA, ben, c'est encore en planification. Donc, c'est sûr qu'ils vont nous en parler un petit peu plus. Vas-y, Vanessa. Parfait. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'était un plan de l'espace. Comme je vous disais tantôt, l'espace qu'on a acquis au 2375, c'était 1400 pieds carrés, plus un espace de rangement au sous-sol. Le plan que vous avez devant vous, c'est pour le rez-de-chaussée uniquement. Donc, l'espace est divisé en 3 sections. On a à l'avant la partie salle à manger et la partie épicerie. En fait, l'épicerie et la salle à manger, sont fluides. Là. En fait, quand il n'y a pas de dîner communautaire, la partie salle à manger se transforme en épicerie et l'épicerie peut se déployer là, selon les activités qui se passent dans la salle à manger. Et toute la section arrière, c'est la cuisine communautaire, la cuisine de production, en fait. L'enjeu ou en fait la vision avec la cuisine, c'est qu'on voulait avoir quelque chose de multifonctionnel. On voulait être capable augmenter notre capacité de production de repas. Donc, on a des repas qui sont distribués 2 jours par semaine dans nos dîners communautaires qu'on appelle bols du quartier, qui sont sous le modèle de contribution volontaire ouvert à tous. Et on a aussi des repas qui sont vendus à l'épicerie et au marché Frontenac. Donc, il fallait être en mesure de produire efficacement avec des équipements de grande qualité, performants, tout ça. On a une chef communautaire qui travaille avec nous à temps plein.
Et on voulait en fait aussi que la cuisine soit un lieu pour toutes nos activités culinaires. Dans le fond, on a les cuisines collectives où les gens se mettent ensemble, partagent des recettes et repartent à la maison avec leurs portions. On a les cuisines communautaires qui sont où des gens cuisinent ensemble, mangent ensemble pour briser l'isolement, pour se connaître, pour réduire les coûts liés à la cuisine, à la préparation de repas. Et on a tout le volet cuisine jeunesse. En fait, on a un programme qui s'appelle Boîte à lunch, qui est un programme parascolaire gratuit pour les enfants du primaire et du secondaire. Donc, on voulait que notre programmation en cuisine soit complète, qu'on utilise l'espace le plus possible, mais aussi que la cuisine soit vraiment multifonctionnelle et qu'elle réponde à tous nos besoins, ce qui était quand même un peu ambitieux pour un 700 pieds carrés. Dans la prochaine diapositive, là, vous allez voir les composants de la cuisine. Donc, on avait, je ne passerai pas à travers de tout ça, là, mais grosso modo, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que chaque petit morceau de cuisine, chaque petit pied carré a été réfléchi pour être le plus adéquat possible. Donc, on a au fond une zone de production intensive avec des équipements commerciaux, des cuisinières cicerons au gaz, des fours à convection. On a une chambre froide là, qui est à double usage pour l'épicerie et pour une zone de stockage pour la cuisine. On a une chambre de congélation express qui nous permet de congeler rapidement des aliments où on peut rentrer des échelles. Tout ça, c'était vraiment important. On a une salle à déchets pour mettre nos déchets. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans mon petit segment sur le permis. Et on avait aussi besoin d'une section plonge qui était très efficace avec un lave-vaisselle commercial qui était rapide, tout ça. Et de l'autre côté, à l'opposé, on voulait avoir un espace qui était beaucoup plus convivial, en fait, qui était rassurant pour les gens qui entrent dans la cuisine, qui n'était pas intimidant pour les participants des cuisines collectives et des cuisines communautaires. Donc, on a notamment un îlot avec des tables ajustables. En fait, on peut lever les tables ou les baisser pour les enfants ou pour les gens qui sont en fauteuil roulant, tout ça. On a aussi ajouté une fenêtre dans notre cuisine pour qu'il y ait de la lumière naturelle avec une grande banquette où les gens peuvent prendre une pause, boire leur café, relaxer. On a une station lave-mains pour que les gens ne soient pas obligés d'utiliser la plonge, pour qu'on puisse se faire un petit café aussi, déposer sa boîte à lunch, faire chauffer son lunch, tout ça. Fait qu'on voulait vraiment un mix de commercial, industriel et un mix de convivial, quelque chose qui fait « je suis un peu à la maison ». Puis là, la grande question qu'on s'est posée notamment, c'est quant à l'utilisation du gaz, une cuisinière au gaz. Là, ça semble banal, mais je trouve que c'est important ici de le spécifier. Ça peut être vraiment intimidant. Fait que là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? On a passé plusieurs heures, là, je vous dirais, à faire des recherches sur, bon, est-ce que les cuisinières électriques sont aussi performantes pour notre cuisine commerciale de production que des cuisinières au gaz? Tout ça, on a parlé à de nombreux chefs là, qui travaillent en restaurant, dans des services traiteurs. Et notre conclusion a été de dire, ben non, on a besoin d'équipements commerciaux robustes. Le gaz, c'est notre meilleure solution, mais on peut peut-être s'acheter des plaques à induction qui sont mobiles dans la cuisine, qui sont moins intimidantes pour les participantes des cuisines collectives et des ateliers culinaires. Donc, on a multiplié les surfaces de travail pour que les gens puissent, s'ils ont peur d'utiliser le gaz ou s'ils ne sont pas à l'aise, ou si cette journée-là, ça ne leur tente pas, ben, ils puissent prendre un petit rond portable, le mettre à leur station et cuisiner sans être intimidés, sans avoir peur. Ça a été un des aspects qu'on a beaucoup réfléchi. Dans l'autre diapositive, on a des photos qui sont de l'espace de production de la cuisine. En fait, là, malheureusement, je n'ai pas de photos de l'autre sens, mais je voulais vous montrer qu'un des choix qu'on a fait, en fait, c'est d'avoir un espace qui était quand même ouvert, qui circulait, qui n'était pas trop chargé. On a aussi décidé, à la prochaine slide, on a les matériaux et les couleurs, en fait. Ce qu'on s'est dit, c'est bon, OK, comment on fait pour que la cuisine se fasse pas trop stérile? T'sais, on voulait, par exemple, sur les surfaces, on avait pensé mettre des panneaux agro qui sont les panneaux dans lesquels les chambres froides sont construites, là, qui se lavent super bien. C'est super pratique, mais c'est un peu stérile, hôpital, froid, en fait. Fait que là, on s'est dit quel matériau est comparable en termes d'utilité, de durabilité, tout ça, mais qui est moins épeurant ou moins commercial. On a décidé d'aller avec de la céramique.
notre budget étant assez restreint, on s'est dit, OK, on y va funky, on prend une couleur que personne veut, qui est à bon prix. Donc, on a mis notre cuisine orange. Tous les murs de la cuisine sont en petite céramique 1 pouce par 1 pouce orange. Et l'effet que ça fait, c'est, ah, ben oui, il y a du commercial, il y a du stainless, les surfaces sont en stainless, mais ça casse un peu l'effet industriel de notre cuisine et ça fait sourire les gens. Donc, la première réaction, souvent, quand les gens rentrent dans la cuisine, c'est Ah, c'est beau la couleur. On voulait avoir ce petit punch. C'est un élément un peu ludique, mais pour nous, ça a fait toute la différence. Même chose avec le bois. On a décidé d'aller avec une banquette en bois, en frêne. On a récupéré le frêne malade de Montréal, en fait, pour tout notre mobilier, la section avant. Puis on avait envie d'avoir cette touche vraiment très naturelle dans la cuisine. Fait que la banquette est en bois. On a mis aussi une touche de couleur verte. Les armoires, on n'avait pas beaucoup de budget. On est allé avec du IKEA, mais toutes les armoires de rangement sont d'un vert gris profond. La banquette aussi, le côté est vert. Donc, on voulait vraiment avoir quelque chose qui était harmonieux, mais qui était aussi qui ralliait un peu le côté commercial au côté plus, excusez-moi l'anglicisme, mais homey d'une cuisine de maison, là, qui est plus chaleureuse, qui est plus accueillante pour les gens. Prochaine diapositive. Pour nous, les composantes essentielles du projet, c'était de bien s'entourer. Comme Jessica le disait, c'est moi qui étais en charge du projet d'acquisition et de rénovation de l'espace. Mais pour moi, c'était primordial d'avoir une équipe de confiance en qui je peux me confier, en qui je peux aller poser des questions, en qui je peux me tourner, puis pas remettre en doute. Donc, on avait autour de nous un architecte là, qui s'est occupé des plans, mais qui a évidemment agi comme conseiller, qui a supervisé les travaux. On avait aussi un ingénieur en bâtiment parce que dans notre priorisation, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait un espace qui était accessible universellement à tous, aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes à mobilité réduite. Donc, on a baissé le plancher. Avant la cuisine, l'espace avant et l'espace arrière étaient à 2 niveaux. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé pour remettre tout ça à 1 niveau. Ça veut dire jouer avec la structure et ça veut dire ingénieur. Donc, on est allé chercher un ingénieur pour nous épauler dans ce projet-là. On a choisi Je voudrais qu'on a choisi des personnes avec qui ça cliquait. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir une connexion humaine avec nos professionnels parce que je n'y connais rien. Je ne suis pas manuelle et c'est bien beau YouTube et la plomberie, mais j'ai besoin de m'entourer de personnes qui vont vouloir répondre à mes questions, qui ne vont pas trouver que c'est niaiseux, qui ne vont pas trouver que j'en pose trop parce que j'en ai posé énormément. On a aussi évidemment travaillé avec un entrepreneur général. Encore une fois, ça a été une question. Le contexte a fait qu'on n'avait pas non plus 3 millions de choix, pour être totalement transparente, mais on est allé avec une référence, avec une firme en qui on avait confiance et avec qui la communication était facile. Le dernier choix qu'on a fait, qui était également central pour nous, c'était d'avoir, notamment pour la partie avant et un peu pour la cuisine, du mobilier sur mesure, en fait. On voulait s'assurer, comme l'espace était petit, 1400 pieds carrés, c'est pas très grand, que chaque centimètre était bien réfléchi et que le mobilier répondait à nos multiples besoins. Donc, on a travaillé avec une firme pour le mobilier intégré. Et ça, pour nous, ça a fait vraiment toute la différence. Le deuxième pan de ça, c'est qu'il faut, après bien s'entourer, il faut bien décider. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir une vision puis d'avoir des objectifs qui étaient clairs dès le début du projet. Donc, on a fait un immense travail en amont pour mettre sur la table c'est quoi les objectifs du projet. La deuxième chose qu'on a fait, c'est en amont, savoir où est-ce qu'on peut couper. Il y a un concept que j'ai appris et que maintenant, c'est mon mot préféré, je pense, qui s'appelle Value Engineering. En fait, c'est quand tu identifies, puis les architectes me corrigeront si je l'explique pas bien, mais c'est quand, dans un projet, tu identifies en amont les endroits que tu peux couper sans qu'il y ait d'impact sur ton projet. Un exemple de ça, c'est que nous, on s'était dit, si on a l'argent, on va refaire la façade de l'édifice. Si on n'a pas l'argent, on peut couper cet élément-là du projet sans qu'il y ait de répercussions plus tard ou sans que ça coûte plus cher plus tard. Qu'on fasse la façade aujourd'hui ou qu'on la fasse pendant qu'on faisait les rénovations, il n'y avait pas d'impact sur le projet dans son ensemble. Donc ça, c'est des morceaux qu'on a identifiés en amont. Comme ça, quand il est venu le temps de revoir le budget, on n'était pas en crise existentielle de savoir où est-ce qu'on pouvait couper. On avait déjà identifié les pistes potentielles, puis ça nous a vraiment sauvés.
Le troisième morceau pour bien décider, c'est de connaître son budget puis d'avoir un suivi ultra régulier des chiffres. Là. Excel était mon meilleur ami et les formules croisées étaient indispensables. Donc, d'avoir une rigueur budgétaire, ça semble un peu anodin, mais dans le feu de l'action, on dirait que c'est le genre de choses que j'aurais pu rapidement tasser, tabletter. Puis pourtant, c'est ce qui m'a sauvée parce que je savais exactement à combien de pourcentage de mon budget j'étais rendue, à quel moment. L'architecte me faisait aussi des comptes rendus très détaillés au niveau de OK, bien là, on aurait dû être rendu à tel montant, on est rendu là. Il risque d'avoir un petit problème plus tard, tout ça. Fait qu'avoir une rigueur. Et la dernière chose, c'est de poser des questions. Vraiment, là, jamais avoir peur de poser les questions s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, s'il y a une curiosité, notamment une cuisine, c'est complexe, il y a beaucoup de choses impliquées. Donc, poser les questions, c'est vraiment la clé. Prochaine diapositive. Juste pour vous donner un peu une ordre de grandeur, là, j'avais envie de vous présenter notre budget pour l'ensemble du projet de rénovation. Donc, évidemment, il y a la cuisine, mais il y a les autres composantes dont je vous ai discuté. Et on avait un montage financier assez complexe. En fait, on a notamment fait une grande campagne d'obligations communautaires qui sont des prêts à la communauté pour nous aider à sécuriser les fonds nécessaires pour faire le budget. On a ensuite travaillé avec des partenaires privés, des dons d'entreprise, des subventions pour vraiment arriver à accomplir notre projet dans son entièreté. Prochaine diapositive. Finalement, très rapidement, parce que le temps file, je voulais vous présenter les grands jalons, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé pour dessiner notre cuisine et pour la définir, en fait. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a identifié quel programme aurait lieu dans la cuisine. Donc, tantôt, je vous parlais de cuisine collective, de cuisine communautaire, d'atelier jeunesse, de production, de dîner communautaire. Et on a aussi fait un exercice avec chacune des équipes de ces programmes-là pour savoir c'est quoi leurs besoins. Combien d'espace de pieds carrés ils ont besoin dans le stockage d'aliments frais, dans le stockage d'aliments secs. Combien d'espace ils ont besoin, combien de participantes il y a dans les ateliers habituellement. Et on a défini, en faisant la compilation de tout ça, on s'est rendu compte que ça nous prenait une cuisine de 4500 pieds carrés. On avait 700 pieds carrés, donc on a coupé. On a vu comment on pouvait optimiser, comment on pouvait voir, OK, bien là, est-ce que à la place d'avoir 6 poches de farine de 20 kilos, on ne peut pas avoir une poche de farine de 20 kilos que tous les programmes se partagent? Ces discussions-là, on les a eues en amont avec notre équipe parce que c'était vraiment important de mettre le doigt sur qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, qu'est-ce qu'on a besoin. Dans notre cas, ça nous a notamment fait comprendre qu'on avait besoin d'une chambre froide qui était substantielle, qui était vraiment très, très grande et qui était centrale, en fait, au projet, vu son importance. Ensuite, la deuxième étape qu'on a fait, comme Jessica l'a dit plus tôt, on a visité des cuisines similaires, en fait, d'organismes communautaires, des organismes avec des activités similaires, avec une mission. On s'est basé sur leur cuisine pour comprendre comment on pouvait optimiser, en fait. Je pense notamment à Partageons l'espoir, situé dans le sud-ouest. On est allé avec nos galons à mesurer, avec notre architecte, passer 1 heure avec leur chef communautaire pour voir qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les points forts, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis on s'est basé là-dessus pour faire les plans et les devis. Ensuite, on a travaillé avec notre architecte pour voir comment on y arrive. Il nous a surpris, là, il a sorti des lapins de son chapeau. Par exemple, on n'avait jamais pensé à mettre la chambre froide dans le milieu de l'espace. On avait toujours pensé qu'elle serait au fond. Donc, on s'est vraiment basé sur les experts pour dessiner une cuisine qui répondait à nos besoins. Et on a fait évidemment la demande de permis, on a eu des surprises, il y a eu des petits délais, on a été obligé d'ajouter une salle à déchets au projet, c'était important en fait, c'est un non négociable pour la ville. Donc maintenant, on a le luxe d'avoir du compost réfrigéré. Ça a été une belle surprise. Et une fois que le projet était construit, avant de commander les équipements, ce qu'on a fait, puis ça va être le dernier petit bout que je vais vous partager parce que mon temps vient à échéance, mais on a utilisé du tape pour dessiner au sol les équipements, puis faire le parcours, voir comment ça circulait dans l'espace, comment ça filait
d'avoir une table, un îlot central de 12 pieds. Est-ce que 12 pieds, c'était trop grand? Est-ce que 10 pieds, c'était pas mieux pour la fluidité, pour l'espace? Donc, avant de commander les gros équipements puis le mobilier, on a vraiment, là, littéralement, tout dessiné avec du tape sur le plancher, puis on a circulé, on a ressenti l'espace, puis on a fait des modifications, en fait. On s'est rendu compte que notre îlot central était trop grand, qu'il n'y avait pas assez d'espace entre la plonge puis le comptoir, tout ça. Fait qu'on a fait des petits ajustements suite à cet exercice-là qui était vraiment, honnêtement, là, un point central puis un point crucial au projet pour assurer le succès. Puis finalement, ben maintenant qu'on est dans l'espace, on doit faire preuve d'ajustement parce que même si j'ai passé des heures à réfléchir à où allaient les prises électriques puis où allait telle et telle chose, ben des fois, les besoins ou la réalité, l'utilisation de l'espace est un peu différent. Donc, il faut s'adapter, s'ajuster puis s'approprier aussi l'espace, laisser le temps aux gens qui l'occupent de prendre possession là, de l'espace. Merci Vanessa, c'était super intéressant. Là, on rebondit sur le projet de SEDA. Vous allez voir, c'est une cuisine communautaire aussi, mais qui est bien différente de celle qu'on vient de voir à différents égards. Donc, pour vous remettre dans le bain, SEDA, on a fait une première visite de démarrage suite à une sélection du projet dans le cadre d'un appel à projet. Et puis, on a fait le tour de l'édifice qui est sur plusieurs étages. SEDA, c'est un locataire qui occupe une portion des locaux de cet édifice-là. Mais on a retenu là, pour essayer de contenir le mandat à la hauteur de nos capacités internes, mais aussi des capacités financières de l'organisme. On a contenu le mandat dans les espaces de préparation des repas au sous-sol. Ce que vous voyez ici, c'est des plans clés de sous-sol avec en orange ce qu'on a identifié comme l'arrière-cuisine, une photo de la condition existante lors de notre première visite. En jaune, la cuisine avec un peu des équipements de grade commercial, aussi des équipements de grade résidentiel. C'est voulu, le SEDA veut travailler avec des équipements résidentiels, entre autres pour leurs activités de cuisine communautaire, où est-ce qu'ils veulent que les gens qui participent soient capables d'appliquer les leçons apprises chez eux, donc de retrouver des équipements qui sont similaires à la maison. Des espaces de rangement aussi qui pouvaient être optimisés avec des nouveaux équipements. Sur la photo de la cuisine, j'accorde votre attention vers les hôtes de cuisine résidentielle qui étaient aussi un des nerfs de la guerre de ce projet-là. Prochaine slide. Donc, assez rapidement, on a identifié qu'en fait, le projet, c'est SEDA. C'était en fait deux sous-projets qui pouvaient opérer presque indépendamment. D'un côté, il y a l'amélioration de l'aménagement des espaces. Ça, ce que ça implique, c'est de respecter les conditions de bail, parce qu'on est locataire, de respecter les normes de salubrité de la MAPAC, puis aussi de prévoir l'implication des usagers et usagères de l'espace à travers une séance de co-création. Parce qu'on le sait, c'est les usagers et les usagères qui sont les mieux placés pour identifier les besoins et les problématiques d'un espace. Puis, de l'autre côté, l'autre projet, l'autre sous-projet, c'est de concevoir une nouvelle hotte de cuisine conforme. Parce que ce qu'on a vu sur les photos, c'est non conforme. Les propriétaires à CSSDN ont demandé à SEDA de ne pas les utiliser. Donc, en ce moment, le gros problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire de cuisson avec les cuisinières parce que les hottes sont hors d'usage. Donc, ça, ce que ça implique, c'est de faire une étude réglementaire assez costaud. D'abord, le Code national du bâtiment, aussi des études réglementaires au niveau de l'arrondissement et des règlements au niveau du service incendie. On va y revenir, vous allez comprendre. Dans la situation de SEDA, ça implique 2 paliers d'approbation supplémentaires. D'abord, il faut obtenir l'approbation du propriétaire qui est la CSSDN et respecter ses délais d'approbation. Et ensuite, il faut obtenir l'approbation de l'arrondissement en passant par le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, avec aussi ses délais. Finalement, cette portion-là du projet exige des plans scellés. Dans le contexte de notre service chez Architecture sans frontières, ce que ça veut dire, c'est que les heures qu'on passe à coordonner la hotte, on les charge à SEDA. L'aménagement de la cuisine est offert dans le cadre de notre service. Prochaine diapo. Donc, pour ce qui est de l'aménagement des espaces, on a commencé avec une séance de co-création qui a été organisée par le SEDA.
Comment ça s'est passé cet après-midi-là? On a fait une présentation du projet par Architecture sans frontières que vous voyez sur la photo. On a aussi fait circuler un questionnaire, un genre de sondage. Ici, vous en voyez un extrait, là, on a essayé d'identifier quelles sont les informations super spécifiques qui pourraient nous aider, nous qui sommes sur la table à dessin, à prendre les décisions les plus justes. Donc, une des exemples de questions, c'était, bon, si on est à la cuisinière, vers quel autre équipement est-ce qu'on va être le plus proche, dépendamment des activités? Puis, on avait aussi fait un atelier où est-ce que on avait imprimé des grands plans avec des petites figurines d'équipement où est-ce qu'on pouvait jouer sur l'aménagement puis que ça devenait comme un canevas pour des discussions. Prochaine slide. Donc, suite à ça, on a fait les dessins d'esquisse de l'aménagement. Donc là, vous voyez un aménagement proposé. Là. Je ne vais pas faire le tour, là, mais essentiellement, c'est comme de réviser des surfaces de travail, augmenter les surfaces de travail, revoir un peu l'emplacement des équipements spécialisés, rajouter un évier pour se laver les mains, revoir aussi l'espace de la plonge et tout ça. Puis, dans ce set d'esquisses-là aussi, on commence à avoir des images d'inspiration, mais aussi des images d'équipements spécialisés retenus et des solutions de rangement créatives pour vraiment utiliser tous les espaces désuets de la pièce. Slide suivante. Puis, dans le set d'esquisses, déjà aussi, on va avoir des perspectives qui vont représenter le même aménagement qu'en plan, mais selon une méthode de représentation différente. Donc, on voit des informations différentes, puis on arrive vraiment plus à se projeter dans l'espace. Prochaine diapo. Donc, en gros, que vous ayez un designer, architecte ou pas sur le dossier, les bons réflexes là, à prendre quand on revoit l'aménagement d'une pièce, d'abord, c'est de travailler avec les dimensions réelles de l'espace et de l'équipement. Si on sketch à main levée, ça se peut qu'on soit très ambitieux dans ce qui rentre dans un espace. Donc, travailler avec les bonnes dimensions et les bonnes proportions, ça va rendre le travail efficace. Quantifier ses besoins rapidement, quantifier ses besoins en rangement, en poste de travail, en stockage, réfrigéré et congelé. Essayer de mobiliser des partenaires, designers, architectes à tarifs abordables ou pro bono. Essayer de mobiliser vos membres dans ce sens-là. De rester à l'affût des ventes de lots d'équipements spécialisés usagés. Il y a un grand roulement au niveau de la restauration. Ça se peut que vous soyez chanceux et que vous trouvez des équipements à bon prix. Autrement, je conseille de préconiser les solutions off-the-shelf, c'est-à-dire des produits standardisés qui sont disponibles dans les catalogues, plutôt que d'aller vers des solutions sur mesure. Au niveau de l'abordabilité, au niveau des délais de livraison, de production, puis surtout si on est locataire et qu'éventuellement on est appelé à déménager, ben, c'est le fun d'avoir quelque chose qu'on peut mettre dans un camion et partir avec dans un nouvel espace. Prochaine slide, oui, c'est ça. OK, donc là, l'autre projet, hôte de cuisine, 3 informations cruciales à comprendre sur CEDA avant de plonger dans le vif du sujet. Donc, d'abord, je l'ai mentionné, CEDA est locataire. Leur propriétaire, c'est la CSSDM. Ce que ça implique, c'est des processus de validation. Ce que ça implique aussi, c'est qu'il faut penser à l'impact des travaux sur les autres locataires, que ça peut alourdir le processus de coordination et tout ça. On va vouloir éviter. Puis aussi, il va y avoir de la présence d'amiante dans le bâtiment qui va comme alourdir les travaux. En règle générale, quand tu es locataire, même si ton bail te le permet, tu veux éviter d'investir dans le rough building parce que c'est un peu comme un investissement perdu versus quand tu es propriétaire ou tu investis dans ta propriété. Au niveau de l'arrondissement, CEDA occupe un bâtiment qui est comme une ancienne école et qui est considéré comme un témoin architectural significatif. Ça, cette information-là, elle est disponible dans la fiche de zonage du bâtiment qu'on peut avoir accès via la carte interactive de la Ville de Montréal. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir des exigences supplémentaires au niveau de l'intégration urbanistique parce que nous, on va sortir une hotte. Donc, il va y avoir une hotte de cuisine, donc il y a une intervention extérieure. C'est pour ça que si c'était juste intérieur, ça n'aurait pas d'impact le fait qu'on soit un témoin architectural significatif, mais là, ça en a. Finalement, on est à Montréal. Le service d'incendie de Montréal a des exigences supérieures au Code national du bâtiment en ce qui a trait au système de hotte pour des équipements de cuisson. Autrement dit, le code me permettrait d'avoir une hotte résidentielle
parce que j'ai une cuisinière résidentielle, mais parce qu'on est à Montréal, il y a les règlements du service incendie qui me disent non, à moins d'être une résidence, c'est une cuisine communautaire, même si tu as une petite cuisinette, une cuisine électrique résidentielle, je veux une hotte commerciale. Suivant. Donc là, CEDA nous l'avait dit, le plus gros problème, c'est sortir la hotte. Puis c'est vrai que quand on se pointe au CEDA, la solution ne nous saute pas aux yeux. Fait qu'on a fait plusieurs itérations. Là, vous voyez déjà, on voyait 3 cuisinières résidentielles. On se dit, est-ce qu'on ne peut pas sortir 3 hottes résidentielles? Ça serait si simple, pas mal moins d'enjeux au niveau mécanique et électrique. On le sort en façade comme ça. Mais ça, c'est confirmé, ça ne marche pas. On passe au suivant, on se dit, et si on faisait passer la hotte, le conduit d'hotte à l'intérieur, on le fait sortir au toit, comme ça l'arrondissement est content, ça ne vient pas toucher son témoin architectural significatif. Au permis, ça va être facile. Mais là, on est locataire. En haut, c'est d'autres locataires. Il y a de l'amiante, il faut ouvrir les planchers. C'est l'enfer, ça va coûter super cher. On oublie ça. Donc là, on se dit, OK, on est rendu à la 3e itération. Je vais sortir mon conduit d'hotte, puis je vais le faire longer le long de la façade. Au niveau réglementaire, ce n'est pas une façade sur rue, donc j'ai le droit, mais c'est peut-être risqué. Le CCU, quand il va évaluer le projet, va peut-être se dire au niveau qualitatif, c'est pas super intégré parce que de la rue, on le voit, là, ta grosse hotte de cuisine qui vient comme dénaturer la façade. Donc là, on est rendu à la 4e itération où est-ce que là, on vient comme sur la façade latérale assez cachée, sortir la hotte de cuisine, faire longer la façade jusqu'en haut, au toit, comme ça. Puis, l'idée, c'est de argumenter au niveau de l'arrondissement en leur disant, on ne le voit pas de la rue, ça ne vient pas trop dénaturer, puis cette façade-là, c'est déjà un peu la façade sacrifiée du bâtiment, parce que comme vous voyez, il y a déjà des escaliers de secours. C'est pas une grande perte. Slide suivante. Donc, en ce moment, où est-ce qu'on en est? C'est au dessin préliminaire. On est en attente de nos ingénieurs mécaniques et électriques. Puis avec ça, on va passer à l'approbation de la CSSDM. Slide suivante. Là, j'arrive vraiment au nerf de la présentation. Donc, il y a du stock, restez avec moi. Voici toutes les étapes en ce qui concerne la hotte commerciale. Comme je vous ai dit, nous autres, on est à la production des dessins, on est à l'étape 5. Donc, d'abord, trouver un architecte, un ingénieur mécanique et électricité. Ça, c'est fait. Ensuite, sans frontières, on a un ingénieur mécanique et électricité sur le dossier aussi. Ensuite, les professionnels ont dû identifier les normes et les critères de conception à respecter, l'étude réglementaire. On a dû faire une visite des lieux, faire un relevé architectural, mécanique et électricité. Après ça, il y a une coordination qui est nécessaire entre les professionnels. Il faut qu'on se parle. On a chacun, en fait, une hotte de cuisine. Ça implique autant les architectes que les ingénieurs. Il y a comme 3 corps professionnels qui se croisent dans un seul moment, ce qui est particulier. Une fois qu'on va voir les dessins et les devis préliminaires, on va pouvoir déposer ça à la CSSDM puis attendre leur approbation. Les délais sont incertains. Ils ne sont pas connus pour être hyper rapides. Suite à ça, on va peut-être avoir des commentaires de la CSSDM, on va ajuster les dessins, on va produire les dessins et les documents supplémentaires pour la demande de permis à la ville, la fiche bâtiment, un petit plan d'implantation. On va aller déposer la demande de permis à la ville. Puis à la ville, ce qu'ils font à l'interne, c'est qu'il y a comme 2 paliers d'évaluation. Il y a l'étude normative, ça c'est vraiment basé sur est-ce qu'ils respectent les règlements de l'arrondissement qui sont noir sur blanc. Puis après ça, il y a la présentation au CCU, qui est comme un comité de citoyens de l'arrondissement, qui est plus une étude qualitative appréciative. C'est là où est-ce qu'il faut travailler son argumentaire, puis c'est là où qu'il va toujours rester un niveau d'incertitude. Et quand on doit passer au CCU, il y a des plus grands délais, parce que le CCU se rencontre de 1 à 2 fois par mois. Puis il y a comme une petite liste d'attente. Bon, après ça, si tout se passe bien, le CCU va me dire on accepte avec commentaire. C'est le scénario, du moins, que moi, j'ai le plus souvent rencontré. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir faire quelques ajustements au dessin, mais après ça, on l'envoie à notre agent de collaboration. On n'a pas besoin de repasser au CCU. Donc, une fois qu'on a ça, on a l'approbation du TCU, on doit attendre un peu que le permis soit émis par la ville. Suite à quoi, on peut finaliser nos dessins d'exécution pour soumission, puis partir en appel d'offres pour avoir un entrepreneur spécialisé ou général. Ça va rester à voir.
Puis, après ça, on va pouvoir émettre des plans pour construction. Ça va être les plans qui vont être sur le chantier. Un autre aspect particulier à cela, c'est que la surveillance des travaux par les professionnels, donc par les architectes et les ingénieurs, est exigée par la CSSDM. Ce n'est pas obligatoire dans tous les cas, quoique, évidemment, je vous le recommanderais. Donc, prochaine slide. Donc là, il y a les étapes 6, 9 et 15 qui sont particulières à CEDA. Ça se peut que si vous avez un projet en tête, vous soyez dans le même genre de scénario, ça se peut que là, ça aurait des incidences sur ces étapes-là. Donc, prochaine slide, finalement, pour ce qui est de la hotte de cuisine, les réflexes à développer, ce serait, en fait, pour le projet d'aménagement aussi, participer activement à l'organisation des séances de co-création. Souvent, les organismes, ça va être eux les experts de leurs usagers. Fait que c'est un bon moment pour mettre la main à la pâte puis aider les professionnels à organiser la séance de co-création. Si vous avez des plans existants, numérisez-les, scannez-les, puis envoyez-les aux professionnels dès le début du projet. Il peut y avoir des informations pertinentes pour eux. Entrez en relation avec votre arrondissement en amont, puis n'hésitez pas à mobiliser le politique. Vous allez avoir des réponses à vos questions pas mal plus rapidement si vos élus sont favorables à votre projet. Au sein de l'organisme, mettre une personne en charge pour faire le suivi avec les professionnels, une seule, puis essayer d'identifier quelqu'un qui a une bonne connaissance du bâtiment, comme un gestionnaire du bâtiment, par exemple. Faire des démarches auprès des propriétaires et de l'arrondissement en amont. Donc, avant de mobiliser les professionnels, assurez-vous que le propriétaire puis l'arrondissement sont au courant de votre projet puis de l'attendent. Répondre rapidement aux requêtes des professionnels, puis être prêt et disponible pour la prise de décision et l'approbation des travaux des professionnels. Ça, c'est important parce qu'en ce moment, c'est dur de trouver, autant pour les professionnels aussi, puis les entrepreneurs, c'est dur de trouver des gens qui sont disponibles. Fait que si vous les trouvez, il ne faut pas perdre le momentum. S'ils font du travail pour eux, répondez promptement. Puis assurez-vous d'allouer temps et énergie dans la prise de décision. Des fois, ça va vous demander de réagir rapidement. Donc, voilà pour ça. Je vais laisser la parole à Vanessa. Merci. Merci, Olivia. J'aurais vraiment aimé ça t'entendre avant de commencer mon projet, mais il semble que j'aurais évité de me mettre les pieds dans la bouche à quelques reprises. Mais surtout, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Puis il y a un apprentissage pour moi qui est vraiment considérable. C'est un travail en soi. C'est comme un projet de rénovation. C'est quelque chose, là, refaire sa salle de bain chez soi, c'est une chose, mais comme un projet de rénovation d'envergure, comme une cuisine, c'est un travail en soi. C'est pas quelque chose que tu fais sur le côté 2 heures par semaine, en plus de tous tes autres chapeaux d'organismes communautaires, peu importe c'est quoi ta fonction. Fait que d'avoir une personne dédiée, puis Erika, tu peux nous mettre la prochaine diapositive, mais d'avoir une personne dédiée, puis que la personne dédiée fasse du temps dans son horaire, c'est comme la clé du succès numéro 1. Puis aussi de comprendre que c'est difficile. C'est pas des compétences qu'on a nécessairement dans le communautaire. Si oui, comme vous êtes vraiment chanceux, mais moi, j'y connaissais rien. Puis il fallait que je prenne des décisions super pointues, rapidement, comme Olivier vient de le dire, pour que mon équipe puisse agir, puis que les travaux puissent bien se dérouler. Mais ça nécessitait que je regarde des vidéos YouTube, puis que je pose des questions, puis que je pose des questions, puis que je regarde des vidéos YouTube, puis que, tu sais, surtout avec un budget qui est vraiment serré, pour moi, chaque dollar dépensé, pratiquement, j'exagère à peine, était vraiment important. Fait que je voulais m'assurer de faire les bons choix. Puis ça veut dire du temps. Fait que, tu sais, la notion de temps ici, elle est vraiment, vraiment très importante. Puis j'avais oublié d'en discuter, là. Fait que merci, Olivier, pour le petit rappel. Je pense que c'est quelque chose à retenir. Aussi, en termes de... Ah, ce n'est pas la slide que je pensais que c'était. Non, il en manque une, en fait. C'est comme drôle. Erika, on n'a pas la même présentation, mais c'est pas grave. On va y aller avec les bons coups et les apprentissages. Fait que vous pouvez juste ignorer celle-ci. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, là, les choses qu'on a mis en place qui ont assuré le succès du projet, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller chercher une marge de manœuvre. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que de un, mon équipe de co-direction me nommait en charge du projet, fait que je ne devais pas aller valider toutes les micro-décisions avec tout le monde. Tu sais, j'avais un devoir de consultation avec les bonnes personnes dans l'équipe, un devoir de
de validation quand c'était des gros morceaux, mais j'avais quand même un pouvoir décisionnel en termes de décision pour la rapidité d'exécution. Puis on a fait la même chose avec le conseil d'administration. Tant et aussi longtemps que le budget qui avait été présenté était respecté, puis que les gros jalons du projet étaient cannés, bougeaient pas, je ne devais pas retourner vers mon conseil d'administration pour faire valider X, Y, W, c'est que ça me permettait d'avoir une rapidité d'exécution puis une flexibilité, d'avoir une capacité d'agir qui était rapide. Aussi, ce qu'on a fait, puis qui était vraiment, vraiment, vraiment très pertinent, c'est qu'à chaque semaine, on avait une rencontre de chantier d'1 heure avec les experts, donc avec l'entrepreneur général puis l'architecte au dossier, où on répondait à plein de petites questions, où on prenait des décisions. Fait que ça me permettait de suivre le projet dans son évolution, puis de répondre rapidement à leurs questions en temps réel. Une fois le projet plus avancé, ces rencontres-là avaient lieu sur les lieux. Là, fait qu'on pouvait voir physiquement, OK, c'est quoi le problème? OK, oui, on répond à ça comme ça, parfait, merci. Fait que juste de canner ça, puis ça, c'était juste canner pendant 1 an, pratiquement, le vendredi de 9 à 10. J'avais une rencontre de chantier. Quand c'était pas pertinent, on l'annulait, mais elle était là, puis elle était primordiale au bon déroulement du projet. L'autre chose, c'est un bon coup puis un apprentissage, c'est d'impliquer les bonnes personnes au bon moment. C'est comme, moi, je suis pas chef communautaire, je suis pas animatrice de cuisine collective. Fait que j'ai une idée de comment ça se passe, puis j'ai une expérience qui est la mienne, mais d'aller valider mon senti, puis avec les personnes qui vont utiliser l'espace, c'est vraiment important. Fait que faire des comités consultatifs avec les bénévoles, avec les participants, des ateliers, mais aussi avec le staff, s'assurer que l'espace répond à leurs besoins puis à leur réalité. Mais aussi, puis ça, c'est comme un danger, là, c'est important de le spécifier. Des fois, quand on est chef communautaire puis qu'on est habitué de faire XY programme, ben on va avoir des lunettes, des œillères, puis ça va pas nous permettre de voir dans le futur. Moi, mon travail, c'était de m'assurer aussi qu'il y avait de la place à l'évolution puis au déploiement dans le temps. Fait que oui, il fallait répondre aux besoins immédiats du Carrefour, mais il fallait aussi être en mesure de dire, bien, la cuisine, elle va évoluer parce qu'on va l'avoir, j'espère, pour vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis il faut qu'on ne soit pas coincé dans notre espace. Il faut qu'on puisse se déployer, augmenter. Fait qu'il faut voir grand. Ça prend quelqu'un qui, des fois, ça va être les employés puis qui travaillent dans la cuisine, c'est correct, mais ça prend aussi quelqu'un qui a cette vision-là à long terme de, OK, mais est-ce que là, on veut produire 1000 repas demain? Mais peut-être que dans 3 ans, on va vouloir en produire 4000. Est-ce qu'on va être capable? Est-ce que si on passe d'un atelier de cuisine collective de 12 personnes à 20 personnes, est-ce qu'il y a de la place pour ça? Des fois, la réponse, c'est non. Des fois, la réponse, c'est oui. Mais ces questions-là, il faut se les poser en amont pour avoir une vision d'ensemble. Ensuite, un apprentissage, eh bien, les échéanciers, ce n'est pas quelque chose de fixe. On aurait cru que oui dans la vie, mais non, ce n'est pas vrai. Ceci est un mensonge, tout le monde, si vous ne le saviez pas. Les échéanciers, dans le monde de la construction et de la rénovation, c'est flexible. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas rien dire, mais quand même, il faut vraiment commencer le projet avec une certaine flexibilité, puis ne pas avoir une date butoir fixe. Il faut que je sois ouvert le 1er janvier, sinon tout s'écroule. Ça, c'est pas un bon départ. Ça met une pression supplémentaire vraiment importante. Puis, il faut vraiment faire preuve de flexibilité, puis laisser de la place. Quant à bouche et oreille, Olivia, mentir à son équipe. Leur dire, oui, j'ai vraiment besoin que l'espace soit prêt le 1er janvier, mais dans sa tête, savoir que si on ouvre le 1er février, c'est correct aussi. Parce que, il y a la COVID, il y a la rareté des matériaux, il y a le fait que les sous-contractants sont débordés, que le plombier, il y a peut-être une urgence, puis il ne sera pas là ce jour-là. Puis si le plombier ne peut pas venir, l'électricité non plus. Tout est une espèce de domino, là, de chaîne réactionnaire entre liés. Fait qu'il faut vraiment faire preuve de flexibilité. Et avec la flexibilité, il faut aussi faire preuve de transparence avec les personnes concernées, notamment, je pense aux bailleurs de fonds. Nous, nos échéanciers ont été repoussés à maintes reprises. Puis, j'ai été obligée parfois d'avoir des discussions difficiles avec des bailleurs de fonds en disant, écoute, on était supposé terminer le projet à cette date-là, ça ne va pas se passer, ça va être 6 mois plus tard, ça va être... Tu sais, ma chambre froide a été coincée en Oregon pendant pratiquement 1 an. Il a fallu vraiment faire preuve de transparence puis avoir ces conversations-là difficiles. Puis ma meilleure carte, c'était de dire la réalité comme elle était, puis d'essayer de juste expliquer à quel point le projet allait aboutir, mais pas nécessairement dans le temps qu'on croyait. Et faire aller son réseau, c'est un autre apprentissage. On l'a mentionné tantôt, mais les élus sont vos amis. Naviguer les permis, toutes les lois, pour vrai, on pourrait faire un atelier de 3 heures juste là-dessus, là,
le certificat d'occupation, les demandes d'usage. Tout ça, c'est vraiment compliqué. Fait que d'avoir des alliés dans son réseau au niveau des élus, au niveau des fonctionnaires qui peuvent nous aider à démêler tout ça, mais aussi des fois à jouer la carte du ben, c'est communautaire, on peut avoir une exemption ou on peut aller plus vite, y a-t-il moyen de s'arranger? C'est vraiment, vraiment, vraiment aidant. Et je crois que ça fait pas mal le tour. J'ai pas mal fait le tour des conseils que j'avais envie de vous partager. Ça, c'est une photo de la façade aujourd'hui, à quelques jours près. Le centre est ouvert. En fait, ça a été une épopée, ma foi, rocailleuse, montagneuse, tumultueuse et passionnante. Là, j'ai vraiment adoré mon expérience. On a ouvert nos portes bon an, mal an, 9 mois après la première date d'ouverture prévue. Ça a été... il a vraiment fallu faire preuve de flexibilité, de débrouillardise, de créativité. On m'avait dit que dans les projets de rénovation et de construction, il y avait toujours des surprises. Ma foi, je ne croyais pas qu'il y en avait autant. Il y a tout le temps quelque chose qui se cache quelque part que tu n'avais pas prévu, tu ne savais pas. Fait que se lancer dans des projets comme ça qui permettent de répondre aux besoins de la communauté, de se connecter à son milieu, pour le Carrefour, ça a changé notre trajectoire, ça a changé la façon dont on opère, ça a changé notre place dans le Centre-Sud. Mais il y a un coût émotionnel de santé mentale, il faut prendre soin de soi. Il y a un coût physique aussi. Là, notre budget a été revu à la hausse 3 fois. On était obligé de faire des coupures. Parfois, à des moments où comme on avait l'impression qu'il fallait absolument qu'on ait ça, mais non, finalement, on n'avait pas le budget. Fait que ça prend de l'humilité. Mais je suis convaincue que c'est pour le mieux, puis que c'est des projets comme ceux-là qui s'ancrent dans la réalité de son quartier, qui vont changer la chose, puis qui vont vraiment s'assurer qu'on repense l'alimentation, puis qu'on a des commerces de proximité, puis des services de proximité qui répondent aux besoins des citoyens et citoyennes de Montréal. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Ah oui, voici mes coordonnées au cas où. Et l'adresse, si jamais vous avez envie de faire une petite visite, l'épicerie populaire est ouverte à tous 6 jours par semaine. Toutes les informations sur notre site web, là, ça peut vous donner une petite idée pour les curieux et les curieuses. Et oui, nous aussi, pour finir cette rencontre, on vous invite aussi à voir notre programme de solidarité urbaine et notre appel à projet aussi, qui se fait 2 fois par année pendant 3 ans. Et le dernier appel à projet, il était fermé le 10 mai 2022. Et le 3e appel à projet sera d'ici pour janvier 2023. Donc, vous pouvez nous suivre dans notre réseau et dans notre infolettre aussi. On fait toujours une web info au milieu de l'appel pour présenter le programme et clarifier tous les doutes et donner des exemples aussi. Et la durée approximative des projets visés, c'est de 3 à 4 mois, donc c'est une ordre de grandeur. Et il y a la possibilité de déposer plus d'un projet ou de déposer un projet par phase. Et dans le cas de CEDA, comme on avait parlé, c'était comme une exception qu'on a travaillé l'autre cuisine, mais pour les rangements, pour les designs d'intérieur et pour tous ces côtés, votre projet sont bienvenus. Donc, à toute question, voici notre courriel de solidarité urbaine. Et prochain. Et juste pour vous mettre au courant, on a choisi 4 projets, tous différents, tous d'une grandeur petite, moyenne. Et donc, valorise une coopérative de solidarité qui c'est l'aménagement d'un nouvel espace et le déménagement de l'ancien espace dans ce nouvel espace et pour un lieu de tri. Inserté, qui c'est un projet pour l'aménagement des espaces intérieurs. Si la cafétéria et la salle de formation qui s'utilisaient par des personnes ou des étudiants en situation de vulnérabilité ou en situation de difficulté, etc.
Et on a aussi Shinon, qui est un hébergement pour des femmes en difficulté. Donc, on va faire aussi l'aménagement dans ce cas d'une terrasse pour accueillir toutes les femmes et les faire plus conviviales. Et le dernier, c'est Sentier Urbain, qui c'est un organisme qui a comme mission la mobilisation des communautés pour le verdissement social. Donc ici, c'est pour rendre accessible l'espace pour les personnes à mobilité réduite et aussi pour le faire plus convivial dans cette échelle. Et les Valoris et Shinon sont situés dans l'ancienne gare d'autobus de Montréal, dans les voyageurs, l'îlot voyageurs. Donc, ce sont les projets pour cet appel. Merci. Oui, merci. Vraiment, c'était tellement intéressant. C'était fascinant de comprendre votre parcours, puis de comprendre aussi l'importance de votre rôle, là. Tu sais, en ce qui me concerne, j'ai été vraiment impressionnée par le rôle, je dirais, de pivot, là, de courroie de transmission, autant avec l'équipe, le CA, les membres, qu'avec tous les professionnels qu'il faut intégrer à tout moment. C'est vraiment incroyable. Je vous invite à commencer à formuler vos questions. Vous pouvez lever la main ou les écrire dans le chat. Il y a aussi Irka qui va m'aider à regarder les questions qui s'affichent puis à donner la parole aux gens. Peut-être aussi, oui, il y a des beaux bravos, là, c'est vraiment incroyable le chemin parcouru. Peut-être un autre constat aussi que c'est une réflexion que je me faisais là, en vous écoutant, c'était en fait de me rendre compte de l'importance de l'emboîtement des étapes. C'est comme un casse-tête qu'il faut commencer là, une phase à la fois. Je pense que c'est vraiment incontournable de commencer par bien planifier son projet parce qu'après ça, ça va avoir une répercussion sur les équipements, sur finalement, quand on fait faire l'électricité, ben, ça dépend du type de mixette qu'on a choisi, du type de robot, du type de four, du type de hotte. Donc, tout est vraiment interrelié. Là, donc, ça a été vraiment un constat très intéressant. Est-ce qu'on a une première question de Donald Hubert de RDP qui a main levée? Puis ensuite, il y a une question dans le chat. Donald, allez-y. Merci beaucoup. J'aurais peut-être juste 3 interventions rapides, là, des commentaires. Je veux juste vous dire merci beaucoup. Moi, j'ai pris en note un îlot central avec hauteur ajustable. Je n'avais pas pensé à ça. Moi, je suis responsable des loisirs à Rivière-des-Prairies pour l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On est dans un projet d'aménagement de cuisine communautaire adjacent au centre récréatif Rivière-des-Prairies. J'ai pris note de ça. Et j'avais une question pour les panélistes. Je dirais pour les 2 projets. Juste d'entrée de jeu, nous, on a utilisé beaucoup. On travaille avec Studio Meilleur Monde. On a travaillé avec eux dans les dernières années. Là, donc, philosophie centrée sur l'humain, nous, on y croit beaucoup. C'est beaucoup de son temps. Je vous dirais, c'est challengeant pour une ville, mais je vous encourage à solliciter les arrondissements puis à faire connaître cette philosophie d'aménagement-là. Ça a beaucoup d'avenir et c'est très de son temps. Mais ça peut peut-être être difficile d'approche au départ, là, mais je vous encourage. Je dirais le point, nous, le gros enjeu qu'on vit dans le projet d'aménagement, dans les 2 projets qui ont été présentés, dans vos réflexions initiales, est-ce que vous avez réfléchi ou envisagé peut-être dans les plans initiaux d'utiliser des espaces polyvalents adjacents à la cuisine pour, je dirais, multiplier là, les possibilités de développement de projets. OK? Nous, je vous explique, nous, ce qu'on regarde actuellement, qu'on n'a pas terminé l'évaluation, on construit une cuisine, vraiment un bloc à l'extérieur du centre
qui sera connecté au centre sur une grande salle qui se divise, une salle polyvalente, qui se divise en plusieurs locaux avec des panneaux diviseurs. Et pour permettre d'accueillir plus de clientèle, on essaie de regarder là, la situation là, pour être capable de connecter une salle polyvalente à la cuisine. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez regardé ou c'était vraiment uniquement des espaces fermés? Je ne sais pas si ma question est claire là, pour l'aménagement, les choix d'aménagement qui ont été faits. Non, je pense que c'est très clair. Vanessa, veux-tu commencer? Oui, mais je peux peut-être y aller. Nous, on a beaucoup réfléchi à ça, en fait. Là, au départ, on se disait même, on pourrait mettre, dans nos premiers plans, il y avait comme une porte de garage entre la cuisine et la salle à manger pour permettre de l'ouvrir, puis comme se déployer, accueillir plus de participants. C'était une piste qui était vraiment intéressante, en fait, sauf que c'est toujours une question d'espace puis d'utilisation des autres espaces. Dans notre cas, c'était pas possible. La complémentarité, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il fallait arriver à tenir nos activités de cuisine en cuisine parce que sinon, on accaparait tout l'espace puis ça nous empêchait de tenir d'autres activités dans la salle à manger puis dans l'espace avant. Fait que c'est vraiment une avenue qui est, à mon sens, ultra pertinente. C'est juste une question de complémentarité de service puis de faisabilité avec l'espace qu'on a. Mais nous, c'est vraiment quelque chose qu'on avait regardé et qui nous intéressait beaucoup, là, cette capacité à se déployer. Mais dans notre cas, c'était pas faisable et c'était pas la meilleure des solutions. Architecture sans frontières, est-ce que vous avez un ajout là-dessus? Oui, bien, ce que je peux dire, c'est qu'il faut se rappeler que nous autres, on intervenait dans l'existant, puis je pense que c'est une condition qui va être de plus en plus fréquente. Là. Les gens qui ont le luxe de construire à neuf, ça va de moins en moins arriver. Là. En étant dans l'existant, on est un peu coincé entre quatre murs. Ceci étant dit, il y a comme un espace qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'au rez-de-chaussée, il y a un espace de gymnase, donc c'est pas directement adjacent à la cuisine. Puis il y a des marches, c'est pas l'idéal, mais elle est pas mal utilisée à des fins de salle polyvalente, entre autres dans le service d'aide alimentaire. Fait que quand ils font la distribution alimentaire, ben, ils transforment le gymnase en genre de mini-épicerie. Puis là, il va y avoir des... Donc, des fois, il y a ça, là, mais c'est vrai que ça pourrait être optimisé. Dans le contexte existant de CEDA, ça serait comme pas possible dans le fait qu'on est locataire, on est pris entre d'autres locataires et tout. Là, fait il y a des sacrifices au niveau de l'optimisation des fois qui est nécessaire quand on opère dans un contexte existant. Donald, est-ce que ça répond à votre question? Oui, Ouais. c'est ça. Là. Nous, on essaie vraiment de déployer parce qu'on a vraiment un enjeu avec les élus, parce qu'on se fait challenger, nous, là, d'avoir un îlot communautaire plutôt que d'avoir des petits îlots style émission de shop. Là. Okay? Il y a vraiment là, ces émissions-là à la TV là, cristallisent un peu là, les visions là, de certains décideurs, là, de dire ce qui est comme plus trendy ou non. Puis nous, on est plus dans quelque chose communautaire, là, qui serait complémentaire à d'autres installations. On essaie, dans le fond, de voir comment utiliser un espace polyvalent qui est adjacent. Exemple, pour faire des pop-ups du cercle des fermières, puis ils vont être 25 là-dedans, là, puis faire une grosse production, ben, c'est parce qu'à un moment donné, la cuisine a ses limites. On peut pas, à un moment donné, on ne peut pas construire un 1500-2000 pieds carrés là, à l'extérieur. Il faut construire plus petit. Mais on essaie de se donner plus de possibilités. C'est juste de voir. Si jamais des gens présents aujourd'hui, si jamais vous avez des références, si vous connaissez des projets, mettons, qui ont utilisé un peu cette façon de faire-là, je vais être intéressé là, d'avoir de l'information. Nous, on a vraiment un enjeu décisionnel là, par rapport à ça, parce que moi, je crois à ça énormément, qu'on a énormément de possibilités. Mais des fois, de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça ailleurs, des fois, ça nous aide tout à faire accepter la décision. Voilà. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, vous pouvez communiquer avec Donald peut-être via le clavardage d'ici la fin de la séance. Il y avait aussi une question dans le chat concernant qui sont les sources, qui sont les bailleurs de financement.
les bailleurs de fonds là, qui peuvent financer de telles initiatives? Vanessa? Oui, c'est une bonne question. C'est un montage financier qui était complexe là, pour nous, dans le sens où la rénovation, l'acquisition, c'est vraiment pas des choses qui sont facilement finançables. Nous, on a eu la chance d'avoir le soutien de la Ville de Montréal via le programme PRAM, qui est pour les bâtiments de l'économie sociale. En fait, nous, vu notre double mission, puis l'épicerie, qui est un projet d'économie sociale, on a réussi à avoir du financement dans cette poche de financement-là. On a aussi eu du financement du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds d'accessibilité, en fait, pour nous aider à rendre le local accessible aux personnes à mobilité réduite. Et sinon, les fondations sont une bonne source aussi parce que souvent, ils vont donner du financement pour des choses qui sont plus difficilement finançables via des subventions. Je pense par exemple au mobilier intégré. Nous, on a eu du financement de fondation pour ça, de l'équipement pour les jeunes, les tables ajustables, justement, là, qui sont, ceci dit, sur mesure. Ça a été super dur, là. Monsieur Hubert, si vous avez besoin de références, je pourrais vous en faire parvenir parce qu'on a travaillé vraiment fort là-dessus. On est allé chercher du financement d'une subvention d'une fondation qui travaillait en jeunesse, tout ça. Et nous aussi, il y a une grande partie du projet, 28%, si ma mémoire est bonne, qui vient de prêts, en fait, prêts par la communauté en obligation communautaire, parce qu'il nous manquait une partie du financement, puis on ne voulait pas aller vers du prêt conventionnel. On a décidé d'aller vers du prêt participatif pour inclure la communauté dans notre projet. Mais il faut vraiment faire preuve de créativité, garder les yeux ouverts. Nous, on a eu aussi, en cours de route, là, on est allé chercher, on allait toujours chercher du financement parce que les besoins grandissaient, puis le budget devait être revu à la hausse à cause de la hausse des coûts du matériau. Fait qu'on on a toujours gardé nos yeux ouverts là, pour essayer d'appliquer quand c'était possible. Oui, sur la question des obligations communautaires, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à mieux comprendre cette formule d'autofinancement-là. Il y a une plateforme qui a été créée pour l'expliquer comme il faut. Ça s'appelle l'Ampli. Puis c'est à l'initiative aussi du chantier de l'économie sociale. C'est vraiment, dans le fond, une mécanique. Ben, Vanessa l'a déjà expliqué vraiment bien, mais ce site Internet-là va pouvoir être une ressource complémentaire. En fait, les obligations communautaires, c'est un peu l'équivalent des parts privilégiées pour les coops. Donc, enfin, on a une manière de s'autofinancer de cette manière-là. Puis aussi, d'ailleurs, une épicerie communautaire au bâtiment 7 qui va financer son agrandissement avec ce mode de financement-là aussi. Il y avait, je ne sais pas, peut-être que Architecture sans frontières, j'imagine que le financement du projet du CEDA est en cours de construction. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Puis aussi, je me permets de vous donner la parole là, pour l'autre question de Isaac qui se pose des questions sur la réglementation qui concerne les hôtes. Oui. Ben oui, pour ce qui est du financement, de ce que j'en connais au niveau du CEDA, il y a comme une enveloppe budgétaire dans le budget annuel de l'organisme qui a été attribué au projet. Puis il y a aussi une fondation qui s'est engagée à débourser pour l'achat de la hotte. Puis sinon, ben, il y a une portion du projet qu'on fait qui est offert à CEDA. Donc, quand même, il y a une économie au niveau des frais professionnels. Puis notre travail, nécessairement, va aide beaucoup à identifier les besoins, puis quelles sont les interventions minimales pour répondre à ces besoins-là, surtout au niveau de la hotte, où est-ce qu'il y a tellement de contraintes que finalement, le minimum à faire peut représenter des grandes sommes, mais au moins d'avoir accompli ce projet-là avec des professionnels, je pense que ça va faciliter la mobilisation de bailleurs de fonds. Du moins, c'est l'ambition. C'est ce qu'on a observé dans d'autres projets dans le passé aussi. Pour ce qui est de trouver la réglementation, ben, il y a deux choses. C'est le Code national du bâtiment et la réglementation du service incendie de Montréal. Ça, c'est disponible en ligne. Le Code national du bâtiment, je ne pense pas qu'il est disponible en ligne.
Pour installer des hottes commerciales, il faut avoir des plans d'ingénieurs. Donc, tu vas avoir une ingénieure ou des entrepreneurs spécialisés qui offrent des services clés en main, là, qui vont pouvoir sceller, avoir un ingénieur en interne qui va sceller. Donc, la vérification de savoir est-ce que la hotte que j'installe est réglementaire, c'est dans les mains de professionnels. Mais essentiellement, c'est qu'il y a comme des minimums de tirage. Donc, il faut tirer beaucoup d'air. Il faut prévoir une entrée d'air pour ne pas se retrouver en dépressuration. Il faut aussi brancher l'électricité de la cuisinière au système d'alarme incendie. Si jamais il y a un feu, le courant va arrêter pour stopper la cuisinière. Puis il va aussi avoir un genre de système de gicleur dans la hotte pour que si jamais il y a une alarme de feu, ben, le feu qui serait présumément pris dans la hotte pourrait se faire éteindre. Fait que c'est là où il y a comme plusieurs normes à respecter. Aussi au niveau de l'emplacement du conduit. C'est super technique, là, puis je pense que la meilleure chose, c'est de s'accompagner de professionnels pour s'assurer de répondre à cette réglementation. Moi, j'aurais une question, étant donné qu'il n'y en a plus dans le chat et que personne ne lève la main. Ah, il y a M. Donald Hubert qui a la main levée, puis moi, je préfère toujours... Oui, OK, je peux poser ma question. J'étais curieuse, Vanessa, de te parler de l'obligation d'avoir une salle de déchets réfrigérée. Puis moi, avec ma petite maîtrise en environnement, c'est le genre de choses qui me titillent la curiosité à savoir... Qu'en était-il? Est-ce que la Ville a demandé à ce que vous avez... Est-ce que vous installez cette salle? C'est quoi l'histoire de tout ce volet-là? Oui, en fait, c'est une bonne question. Ça a été toute une épopée. Dans le plan original, on n'avait pas prévu de salle de déchets comme là, je ne veux pas vous donner de fausses informations, mais si ma mémoire est bonne, comme on était dans l'existence, c'était pas du neuf, on n'avait pas dans l'obligation de mettre une salle à déchets, alors que dans le neuf, maintenant, pour les cuisines commerciales, il y a cette obligation-là. Cela dit, la Ville de Montréal a exigé qu'on ajoute une salle à déchets pour émettre notre permis de rénovation. Donc, on a été, ma foi, obligés de revoir les plans, de mettre la croix sur un rangement pour des produits secs, puis de transformer ça en une salle à déchets. Pour ceux qui ne le savent pas, une salle à déchets, en fait, c'est une chambre froide où tu mets tes déchets. C'est littéralement ça. C'est du panneau à gros, ça prend un drain. L'objectif, c'est comme de pouvoir le laver rapidement, puis de garder notamment le compost et les déchets à une température pour pas qu'il y ait d'insectes, pour pas qu'il y ait de vermine, tout ça. Parce que dans les ruelles de Montréal, c'est quand même problématique, là, les déchets des restaurants puis tout ça. Fait que c'est un peu ça l'objectif. Cela dit, pour nous, ça a été vraiment un défi parce que de un, l'espace était vraiment très petit, mais aussi, ça a un coût. Là. Nous, notre salle à déchets est fait, si je ne me trompe pas, puis je pense que c'est comme, il fallait que ça soit 1 % de la superficie, ou c'est un pourcentage, en tout cas, c'est peut-être pas 1 %, mais c'est un pourcentage de la superficie totale de l'espace qui doit être réservé en salle à déchets. Puis pour nous, notre salle à déchets a fait 4 pieds par 3. C'est un garde-robe, à peu près. Puis ça nous a coûté à peu près 13 000 $. Fait que, ça a mis un immense trou dans notre budget, puis ça nous a fait perdre un espace. Fait que ça a été toute une épopée, cette salle à déchets-là. Mais ça fait partie des réglementations. Puis pour nous, il n'y avait aucun... C'est impossible de passer par-dessus. On n'allait jamais juste avoir notre permis. Aujourd'hui, une fois que c'est fait puis qu'on a réussi à jongler avec le budget pour le faire, c'est vraiment le fun, en fait, de mettre son compost dans le frigo et non dans la ruelle. C'est comme pour vrai, il y a quand même des avantages en été quand il fait chaud. Aussi, tu n'as pas des poubelles qui traînent partout. Comme ça te permet quand même de consolider tes déchets dans un espace. Mais ça a été vraiment... moi, quand je le regarde dans la tête, là, j'ai encore un petit bug de salle à déchets, mais elle est fonctionnelle et on trouve une façon de l'apprécier. Peut-être mal à la tête parce que tu te tiens trop proche du jus de poubelle, mais je sais pas. Est-ce que c'est le genre d'affaire que ça dépend de l'arrondissement où vous auriez été implanté, puis dans un autre arrondissement, il n'y aurait pas eu ces mêmes exigences-là? Je ne pourrais
pas te dire. Je ne sais pas si Architectes sans frontières a la réponse à cette question-là. Moi, j'étais sous l'impression que c'était une question de code du bâtiment, là, que comme... OK. Mais il faudrait poser la question à l'architecte qui s'est occupé de ce dossier-là. Normalement, ce genre de réglementation, c'est à l'échelle de la municipalité, donc c'est pour toute cuisine. Normalement, ce ne serait pas l'arrondissement. Merci beaucoup pour ta réponse. D'accord. Il y a Donald qui a levé la main. J'invite aussi les autres 44 participants à poser vos questions. Donald. Oui, en attendant que les autres posent des questions, là, mais je voulais peut-être apporter un petit quelque chose dans le projet qu'on a regardé tantôt, dans la première présentation. Il était comme question d'un enjeu avec des cuisinières au gaz. Je vous dirais, même dans une construction neuve, nous, ce qu'on a regardé actuellement, on a réfléchi à différents scénarios, puis on a opté pour un comptoir, on a regardé là, les pour et les contre, là, puis on a regardé pour un comptoir polyvalent additionnel avec plaque à induction. Donc, on a des fours à convection verticaux là, encastrés, mais on n'est pas allé dans une cuisinière au gaz parce que comme ça, on bénéficie d'un espace de travail horizontal supplémentaire. Puis l'enjeu d'avoir des comptoirs supplémentaires dans une cuisine, on sait comment la maximisation du pied carré dans une cuisine est importante. Mais je peux vous dire que la hotte commerciale avec système de gicleur, c'est très important. Ça va être un frein dans tous les projets ou à peu près. C'est une prérogative à la Ville de Montréal dans tous les projets. Fait que c'est des projets à Montréal, là, c'est pas juste une hotte commerciale, c'est le système de gicleur aussi. Et ça prend une salle de gicleur qui est à proximité. Donc, ça, c'est un enjeu, là, c'est des coûts importants. Puis nous, ben, on s'est retrouvés là-dessus. Il y avait un coût d'aménagement. On en a récupéré une d'ailleurs, au moins on saute sur la hotte. Mais tout le frais avec l'architecte puis d'installation d'un peu tout ça, il n'y a plus d'argent pour brancher du gaz. Fait que je veux juste vous dire, même au niveau de la ville, à un moment donné, là, le budget, là, c'est là que ça arrête, puis on ne peut pas aller plus loin. Mais des espaces supplémentaires dans une cuisine, des plaques à induction, pour nous, c'est l'avenir. C'est très, très polyvalent, puis ça fait un job. Là. Merci beaucoup pour votre expérience. Je vais pas... Est-ce que, Jessica, je peux juste amener une nuance? Parce que j'ai parlé de gicleur dans la hotte, mais ce n'est pas un gicleur comme on parle de bâtiment giclé, là, qui va, en cas de feu, mettre de l'eau sur l'ensemble du bâtiment, qui va nécessiter une salle de gicleur. Il y a sûrement un autre terme plus technique qui sera approprié, mais c'est un système indépendant. Puis tu peux avoir une hotte avec le petit gicleur de la hotte sans être dans un bâtiment giclé. Je voulais juste amener cette nuance-là. Erika, j'ai encore une question parce que j'ai une infinité de curiosités. J'ai une question pour Olivia. Olivia, tu as mentionné qu'il est préférable d'éviter d'investir dans le rough building. Puis ça, c'est comme on comprend ça, ça coûte très cher. Puis tu as parlé de présence d'amiante dans le bâtiment. Considérant, là, au début de la présentation, on a vu qu'il y a quand même beaucoup d'organismes qui sont en situation de locataires. C'était près de 60% des personnes qui ont répondu, qui ont dit qu'ils étaient locataires. Ça doit être, tu sais, l'amiante, ça doit être quelque chose de quand même assez présent là, quand on est locataire dans des buildings, notamment les buildings scolaires. C'est quoi les... Est-ce que c'est un... Comment dire, pas un incontournable, mais est-ce qu'on peut passer par-dessus cette situation de présence d'amiante sans travailler extrêmement fort en termes budgétaires pour réussir à faire les rénovations qu'on veut? Est-ce qu'on peut surpasser le problème d'amiante puis sans se vider les poches complètement? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais bon. C'est une bonne question. Puis j'avoue qu'en termes de représentation du budget, d'avoir du désamiantage sur un chantier, je n'ai pas là, de règle du pouce aujourd'hui à vous dire « Ah, ça va augmenter le budget de tant de pourcentage. » Comme je ne le sais pas, tu sais. Mais ça se fait des chantiers sur des bâtiments où il y a de l'amiante. C'est juste que ça nécessite du désamiantage. C'est une étape supplémentaire qui est très coûteuse. C'est de la main-d'œuvre qualifiée.
Donc, c'est juste d'en prendre connaissance, d'avoir la caractérisation des matériaux à l'étape de la conception, à l'étape de l'esquisse. Comme ça, on va penser au projet de l'esquisse. Quand on va dessiner des interventions, on va savoir, OK, là, il y a de l'amiante, ça y penser 2 fois. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le faire? Donc, c'est juste d'avoir les informations. Ce n'est pas quelque chose qui va rendre votre projet absolument impossible, mais vaut mieux pas se mettre la tête dans le sable puis juste de l'avoir en amont, puis pas genre au début du chantier, là, comme au début du projet, au début des dessins. Puis je rajouterais que nous, là, très concrètement, on avait identifié avec l'architecte en amont, exactement comme Olivier vient de dire, les murs, en fait, où il risquait d'avoir de l'amiante. Puis pour nous, c'était les murs extérieurs à l'avant. Puis on a juste construit le projet autour de ça, en fait, en sachant que ces murs-là, on pouvait juste pas les ouvrir. Fait que juste une fois que l'éléphant est dans la pièce et qu'il est visible, là, ben, tu peux juste comme le contourner. Puis nous, ça nous a fait en sorte qu'on savait que notre cuisine devait être à l'arrière, par exemple, parce qu'à l'arrière, les murs étaient plus récents, il n'y avait pas d'amiante, tout ça. Fait que c'est vraiment juste puis je pense que ça s'applique à tout, là, le plus d'informations tu as en amont, puis la meilleure compréhension de l'espace que tu as, que tu sois propriétaire ou locataire, le mieux tu peux construire ton projet autour des contraintes à la place de les découvrir au fur et à mesure. Fait que c'est vraiment une question de connaissance générale de l'espace, de savoir le plus possible. Puis nous, on a fait aussi des démolitions exploratoires, là. En fait, pour réduire la partie de contingence, puis pour avoir le moins de surprises possible, on en a eu quand même, mais on nous avait suggéré de faire des trous dans les murs, des trous dans le plancher, des trous dans le plafond pour aller voir ça ressemble à quoi, qu'est-ce que c'est, est-ce que le base building, est-ce que les fondations sont bonnes, est-ce que l'armature est bonne, tout ça. Puis ça nous a permis de déshabiller le building, d'apprendre à le connaître davantage, puis de réduire en fait la partie imprévue, là, ce qui est habituellement le moins le fun dans un projet quand tu ouvres les murs pour la première fois, puis que tu avais juste un plan, ben nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des esquisses, tout ça, mais les plans finaux sont arrivés après la démolition partielle. Fait que ça nous a permis de savoir vers quoi on s'en allait, de prévoir, OK, nous, il n'y avait pas de fondation à l'arrière du bâtiment, là. Grosse surprise, 100 000 $ de plus qu'on n'avait pas prévu. Fait qu'on a réorienté le projet en sachant ça. Si on s'était dit, OK, on fait ce projet-là comme ça, les plans sont finaux, voilà, puis qu'on avait démoli, ça n'aurait pas marché. T'sais. Fait que des fois, il y a des espèces de conseils comme ça que moi, j'avais pas tout pensé, mais que mon équipe était comme, OK, bon, on va aller. Vu que le budget est tellement serré, puis qu'on a tellement une enveloppe qui est stricte, qu'on n'est pas un investisseur privé ou qu'on n'a pas des poches très profondes, bien, on est allé vraiment chercher le plus d'informations possible parce que nous, on venait d'acheter et on n'avait pas cette information-là. Fait que c'est des fois des petits détours qui ont rallongé un peu l'échéancier, mais qu'au final nous ont permis d'avoir de l'information. Puis dans un projet de rénovation, l'information, c'est comme toujours, là, le savoir, c'est le pouvoir, mettons. Mais là, si je comprends bien, Vanessa, parce que ça me fascine, là, vous avez donc été accompagnée par l'architecte pour faire ces trous-là. Tu sais, vous avez fait cette évaluation-là avec l'architecte. Votre budget, vous aviez un budget au départ qui vous a permis notamment de travailler avec votre architecte. Puis après ça, vous avez véritablement évalué c'était quoi que ça prenait comme budget pour tout l'aménagement de l'espace en fonction de la réalité à laquelle vous avez été confronté en explorant, en faisant votre travail exploratoire. Donc, il y a véritablement eu 2 phases au moins de budget, là. Oui, exactement, dans le fond. Puis quand on s'est rendu compte après la démolition exploratoire qu'on n'avait pas de fondation, là, littéralement, comme il y avait comme un tiers de l'immeuble qui n'avait pas de fondation, puis qu'on devait intervenir absolument parce que si on investissait et on faisait notre travail de rénovation, c'est comme investir beaucoup trop d'argent sur une dent qui est pourrie. C'est comme c'était vraiment pas le bon move, en fait. Fait que soit qu'on fermait les murs, il y en avait 2 options. Soit qu'on fermait les murs, qu'on travaillait avec l'espace qu'on avait, puis qu'on mettait sur pause le projet jusqu'à temps qu'on lève les fonds. Ou soit on essayait de trouver des fonds en simultané. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une 2e campagne d'obligation communautaire avec une fondation privée qui a investi dans le projet pour aller chercher l'argent nécessaire pour répondre aux besoins. Mais oui, il y a eu effectivement, en fait, il y a eu presque 4 phases de financement parce qu'en cours de route, on a aussi eu le financement du Fonds d'accessibilité du Canada qui est arrivé presque aux 2 tiers du projet qui nous a permis
d'aller ajouter des poussoirs électriques, d'aller ajouter des portes qui s'ouvrent toutes seules, d'aller ajouter certains petits détails, en fait, qu'on n'aurait pas pu faire en amont. Fait que ça, c'était mon value engineering, là, des choses que je pouvais enlever, que je voulais dans mon projet rêvé, puis qu'en cours de route, j'ai été capable d'ajouter. Même chose avec la façade. Je vous ai montré une photo de la façade. Au départ, on n'était pas du tout supposé intervenir, fait qu'on n'était pas supposé la peinturer, la décaper, la restaurer un peu. En cours de route, on a réussi à aller chercher une enveloppe spécifiquement pour ça. Puis ça, je le savais. C'était dans mon projet initial, mais je savais que je pouvais l'enlever. Fait que quand j'ai eu les surprises, j'ai tout enlevé. J'ai gardé l'essentiel. J'avais encore un trou qu'on est allé financer. Puis après ça, au fur et à mesure que les subventions sont arrivées, que les dons sont arrivés, on a rajouté des petites choses comme ça au projet. Si je peux juste rajouter un petit quelque chose. Bonjour tout le monde. J'ai laissé parler Meira et Olivia parce qu'elles connaissent vraiment bien les projets, puis c'est surtout elles qui travaillent là-dessus. Mais juste pour clarifier tout ce qui est la question de l'amiante puis de la préparation au bâtiment. En fait, c'est l'exemple que Vanessa donne, ils étaient vraiment bien outillés pour démarrer, là. Il y a une chose aussi que je veux préciser des fois comme par exemple pour CEDA, ce n'est pas nous qui avons fait la caractérisation d'amiante. Normalement, ce n'est pas les architectes qui vont faire ça. Des fois, ça va être des spécialistes qui vont venir faire des trous dans les murs, qui vont analyser parce que ce n'est pas nécessairement facile à détecter la présence d'amiante. Des fois, ça va nécessiter l'intervention de d'autres professionnels. Mais l'idéal, c'est comme Vanessa l'a fait, comme elle l'a expliqué, comme ils l'ont bien fait quand ils ont acquis le bâtiment, la première chose qu'on fait quand on acquiert un bien qui est disons-le, usagé. On l'a acheté, il appartenait à quelqu'un d'autre avant. C'est comme quand on s'achète une voiture usagée, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener chez le mécanicien, puis on va faire une inspection. Mais c'est la même chose qu'il faut faire ici avec le bâtiment avant d'entreprendre tous travaux de rénovation. Donc, on va aller chercher, essayer de comprendre la composition des murs, où y a-tu de l'amiante, y a-tu pas, OK, bien là, il faut que quelqu'un aille ouvrir le mur. C'est pas l'architecte qui va aller physiquement aller ouvrir le mur. On peut avoir des indices visuels comme ça, mais nos compétences, ce n'est pas d'aller chercher dans le mur. Donc, des fois, il faut faire intervenir une compagnie spécialisée qui va aller regarder. Aussi, pour les systèmes de plomberie, c'est caché, on ne les voit pas. Donc, puis aller chercher les plans originaux également. Donc, nous, quand on arrive dans un organisme, on va poser ces questions-là, puis on s'attend à ce que le client ait ces réponses-là. Est-ce que vous avez les plans originaux? Oui. Est-ce qu'il y a de l'amiante dans votre bâtiment? Oui, on a une caractérisation d'amiante. On a le document qui prouve qu'il y en a, il y a des gens spécialisés qui sont venus. Donc, on s'attend à ce que ça soit fait. Si ce n'est pas fait, on va informer l'organisme, bien, va chercher ces documents-là, c'est super important. Nous, on doit en avoir, on doit les avoir, puis les ingénieurs également. Donc, plus vous préparez vraiment d'avance, puis vous avez une fiche complète de votre bâtiment, plus ça va aider les professionnels au moment où eux vont arriver. Moi, j'aurais une question pour combien de temps ça prend pour, disons, la partie où on fait le montage financier du projet, quand on commence à avoir une idée de, disons, des défis techniques ou en tout cas on a une idée de combien ça peut coûter, c'est ça, là, des aspects techniques du projet, s'il faut décontaminer ou pas. Puis quand on sait quel type d'aménagement on veut faire, combien de temps ça prend pour après ça, disons, vraiment structurer le montage financier, puis aller chercher des subventions, puis définir des stratégies pour s'autofinancer finalement? Ça ressemble à quoi? Bien, c'est une question à 8 millions de dollars, à laquelle je veux dire, ça dépend tellement du contexte, de ton réseau, de ta... Tu sais, comme pour vrai, il n'y a pas... C'est pas un one size fit all. C'est pas... c'est vraiment difficile. Pour moi, ça, c'est même l'essence de chacun des projets, là. Je pense que là-dessus, la seule chose que je pourrais dire, c'est comme faire un échéancier avec les gros morceaux, puis se faire accompagner pour savoir, OK, combien ça prend de temps à faire des esquisses. C'est comme combien de temps on va avoir pour les réviser, ces esquisses-là, combien de temps on va avoir pour... Fait que de faire une espèce d'échéancier qui permet de suivre l'évolution puis de voir qu'est-ce qui s'emboîte dans quoi. Puis de travailler en amont sur un deuxième échéancier de financement. OK, cette demande de financement-là, moi, j'avais une espèce de grande grille avec toutes mes demandes de financement que j'avais faites, celles que je devais déposer. Puis j'avais un code de couleur de, bien, celle-là, c'est vraiment risqué. On a demandé, par exemple, le firme. On savait qu'on ne l'aurait pas, on l'a demandé pareil, mais comme
était en rouge. Fait que tout ce qui était dans mon film, je savais que ça ne viendrait pas. Fait que, je suivais mes demandes de financement avec leur niveau de sécurisation au fur et à mesure. Puis là, comme tout ça, mais j'aimerais ça vous dire qu'il y a une réponse, mais pour vrai, ça dépend tellement des projets et des organismes que c'est vraiment du cas par cas. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas négliger la partie de travail que ça nécessite d'organiser un projet comme celui-là. Là. C'est énormément d'heures à essayer de comprendre les jalons, à essayer de sortir les morceaux du casse-tête puis de les mettre ensemble. Nous, avant de commencer les travaux, là, la démolition partielle, on a travaillé pendant presque 1 an, en fait. On a fait l'acquisition, un peu moins qu'un an. On a fait l'acquisition en août 2020. On a commencé la démolition exploratoire en juin 2021. Dans ces 10 mois-là, on avait des rencontres de 2 heures à chaque semaine pour déterminer les besoins, connaître notre système de ventilation, comme regarder c'était quoi nos tuyaux de plomberie. Tu sais, comme on a se poser des questions. Fait qu'on avait 2 heures par semaine en équipe de 4 co-directrices pour apprendre à connaître notre lieu, identifier nos besoins, travailler sur ce qu'on voulait. Fait qu'il y a énormément de préparation en amont avant même de mettre la première masse dans le mur. Là. Architecture sans frontières, peut-être une question. Est-ce que vous savez quand sera votre prochain appel de projet? Et on pense que la prochaine appel à projet, ça serait pour le mois de janvier. Et pour l'instant, on va travailler tout l'été et la prochaine session avec les projets qu'on a choisis et des autres 3 projets qu'on a en attente à vérifier si ça fonctionne avec nos effectifs. Et donc, ça serait pour le mois janvier et février qu'on lancerait. D'accord. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal, vraiment beaucoup appris de votre expérience. J'ai envie de dire, sans me commettre, mais j'ai l'impression que ça va valoir la peine évidemment, de rendre disponible l'enregistrement d'aujourd'hui, d'envoyer aussi la présentation PowerPoint si ça peut en aider certains dans leur planification de projet. Mais j'ai comme aussi l'impression qu'il y a assez de matière, puis on en reparlera aussi avec le SAM, mais qu'il y a assez de matière pour peut-être structurer un petit outil d'aide à la décision pour aider les organismes qui veulent parcourir un tel chemin puis qui doivent se poser les bonnes questions, qui doivent savoir c'est quoi les parties prenantes à aller solliciter, comment qu'on peut se préparer pour jouer un rôle qui soit efficace à la fois auprès des professionnels, mais aussi avec les membres puis le reste de notre équipe. Donc, j'ai l'impression que ça va pouvoir prendre une forme, disons, à faire circuler largement. C'est pas une promesse, mais on pourrait y penser pour la suite. Ben écoutez, j'ai vraiment envie de vous remercier énormément les panélistes. Sans vous autres, on n'aurait pas appris autant aujourd'hui. Un gros merci. Erika, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Ben non, excepté te remercier pour l'organisation de ce super webinaire. C'est vraiment intéressant. On a toutes les leçons apprises de pouvoir comprendre là, comment c'est gros finalement, un projet de rénovation de cuisine, puis toutes les ressources que ça prend. Donc, c'est vraiment pertinent. Puis ta proposition d'outils, on pourra s'en reparler certainement. On pourra continuer ce chemin d'apprentissage. Yes, ben merci beaucoup tout le monde, puis bon midi, puis on espère de renouveler l'expérience une prochaine fois.